Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin. Bonjour. Bonjour Soisic. Brigitte, bonjour Sandy. Aujourd'hui, j'aimerais commencer cette chronique en parlant de cette catégorie de personnes que l'on nomme les parents, les darons. Vous savez, c'est une version un peu plus cool pour nommer les géniteurs. Alors, c'est ce que l'on devient lorsque l'on décide d'avoir une progéniture. On devient le parent de son enfant, mais on devient aussi un parent face aux autres parents. Autrement dit, on rentre dans une course à la performance sans avoir pu au préalable lire le mode d'emploi et connaître les règles du jeu. Alors Renée Grezard, autrice et journaliste à l'Obs, sort aujourd'hui son livre intitulé « Choisir d'être mère » aux éditions Lattès. Elle y parle de ce consentement à devenir mère, ce choix que l'on fait de se lancer dans la maternité avec toutes les problématiques que cela implique. Et justement, le fil conducteur est le suivant. Sommes-nous toutes, au-delà d'avoir été bien préparées, conscientes de ce que signifie pratiquement et concrètement élever un enfant? Alors vous allez me dire, il y a des livres sur le sujet, des livres tels que Le Père Nou qui vous donne pas à pas des pistes pour bien vivre votre grossesse et aborder paisiblement l'éducation de votre enfant. Mais rares sont les ouvrages qui racontent l'envers du décor, rares sont les livres qui racontent ce qui se passe dans votre tête quand vous devenez mère. On devrait d'ailleurs toutes écouter le sketch de Florence Mais Foresti. oui, on va y venir, on va y venir. Et ce donc avec sincérité et sans filtre surtout, c'est ça qui est important. Alors des ouvrages qui osent s'accorder sur ce constat. Si j'avais eu conscience de la difficulté inhérente à ce nouveau statut, l'aurais-je abordé autrement? Alors attention, elle ne remet pas en question sa maternité, elle questionne sa préparation. Et c'est ce point qui fait débat et qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux, comme si aujourd'hui la sacralisation de la maternité nous empêchait d'être sincères, réalistes et sans tabou, comme si les femmes qui se sont jetées sur elle, le verbe acéré pour critiquer son livre, avant même sa parution, donc sans l'avoir lu, n'avaient jamais eu de coup dur dans leur maternité, comme si le fait de remettre en question la préparation à être mère infantilisait les femmes. Alors Renée Grezard parle très justement dans son ouvrage de ce changement sociétal, de cette individualisation qui fait aujourd'hui qu'on élève un enfant en couple ou en solo, mais plus en communauté. Aujourd'hui, le savoir des anciens est totalement occulté par le savoir scientifique et médical, et pourtant des conseils humains, on en aurait bien besoin, et ce qui serait nécessaire également, c'est de déculpabiliser. Alors son livre est très complet, tout y est raconté avec bienveillance, humour, et si vous êtes parent, impossible de ne pas avoir l'impression qu'un miroir vous est tendu. Alors les sujets abordés sont multiples et les arguments assez solides. Elle propose de faire un point sur ce fameux congé paternité qui ne sont certainement pas des vacances, n'en déplaise à certains. Elle aborde d'ailleurs dans ce chapitre la resocialisation, j'en parlais juste avant, la solitude de la mère face à son enfant. Elle relate son échange avec l'historienne de la maternité Yvonne Knibieler qui explique qu'autrefois les femmes n'étaient pas laissées seules à devoir s'occuper de leur bébé. Elle fait aussi le lien avec ses origines sénégalaises et il est vrai, pour avoir vécu dans ce pays, qu'élever un enfant est une affaire de famille, d'entraide et non de fusion mère-enfant. Cette fameuse fusion mère-enfant, c'est cette relation qui revient souvent dans les critiques lorsqu'il s'agit de discréditer l'aventure de la maman en solo. D'ailleurs, à ce point, Johanna Luisen sort un ouvrage sublime à ce sujet, on en reparlera une prochaine fois, où elle dit très justement que oui, elle n'a pas de compagnon ni de compagne, mais elle a une bande d'amis prête à l'épauler, à la soutenir. Elle raconte même que certains l'ont aidée sur les premiers mois à faire quelques nuits. En lisant ces lignes, je me prends à rêver, moi aussi. Bref, sans transition, peut-on trouver un bébé moche? C'est une question, sujet tabou. La réponse est simple, oui évidemment. Alors elle ne vous conseille pas de dire ça tout haut et fort aux parents, mais elle vous permet de le penser sans culpabiliser. Et puis quand cet enfant moche, c'est le vôtre, bon ça je vous laisse y réfléchir. Elle aborde aussi... Ça j'imagine mal un parent trouver son enfant moche. C'est possible, c'est possible. Alors elle aborde aussi le marketing autour de la petite enfance. Alors là, elle utilise l'utilité de certains accessoires. Voilà, le terme accessoire est assez cohérent puisque toutes ces choses que l'on vous vend en vantant le bien-être de votre enfant, vous n'en avez pas forcément besoin. Elle vous parle aussi de ces activités que l'on devrait de fait apprécier, aimer lorsque l'on devient parent. Le parc, par exemple. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Florence Foresti. Détail important, il ne faut pas que ça se voit que tu t'ennuies au parc. Sinon tu passes pour une mère indigne, on te jette des pierres, donc évidemment faut faire semblant, tu sais, moi j'en rajoute, je joue à la maman modèle qui s'implique. Bonjour. La maman sociable, j'ai apporté des ballons. T'en fais des caisses évidemment, tu vas même jusqu'à faire semblant de trouver ça passionnant de voir 4 petits cons se battre pour la même balançoire là-bas.
Voilà, la suite sur YouTube. Et puis je me suis permise de poser 4 questions à Renée, parce qu'après cette horde sur les réseaux sociaux, elle mérite qu'on lui donne la parole et qu'on lise son livre surtout. Alors première question, dans votre ouvrage, vous nous parlez de ce fantasme, celui de réussir ce que d'autres parents autour de nous n'ont pas réussi, celui d'imaginer que nous, pour nous, ce sera le doigt dans le nez, comme on dit. Ce fantasme est-il propre à toutes les femmes ? Je pense que c'est très difficile de se projeter dans la difficulté, et que quand d'autres personnes nous parlent de leurs propres difficultés, on a beaucoup de mal à imaginer qu'on pourrait être nous-mêmes dans une situation compliquée, parce que c'est pas facile en fait de se projeter dans une situation compliquée. Et en fait, je pense que c'est assez humain quand quelqu'un raconte quelque chose de difficile qu'il est en train de vivre, de minimiser. Je pense que c'est une façon de se protéger. Et il s'agit pas de dire à tout le monde que la maternité est terrible et que tout le monde va vivre quelque chose de terrible. Il s'agit juste de dire, ne croyez pas que les gens qui vous disent que c'est difficile exagèrent, parce que c'est vraiment très difficile. Alors, tu enfanteras dans la douleur et blablabla et blablabla. Y a-t-il une chape de plomb autour de cet exercice maternel et de sa difficulté ? Je pense pas que la chape de plomb autour de la maternité vienne de l'accouchement et du tu enfanteras dans la douleur. Je pense qu'elle vient du mythe en fait, de la mère parfaite, de la Madone. Il y a une grande injonction aux femmes à être des mères parfaites. On attend d'elles qu'elles soient vraiment exceptionnelles, alors que, comme dit Winnicott, suffisamment bonne, c'est très bien. Et je pense aussi que dans cette perfection recherchée, on peut pas admettre collectivement, dans l'imaginaire en tout cas, qu'il y ait un prix à ce cadeau que font les mères à leurs enfants, de leur temps, de leur énergie, de leur disponibilité. C'est comme si c'était tabou et malvenu qu'on parle de ce prix. Certaines femmes sortent de l'ombre enfin, on leur retire ce costume de monstre, puisqu'elles peuvent enfin s'exprimer. Que pensez-vous de ces femmes qui regrettent le choix de la maternité ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des mères qui disent regretter, et moi je trouve ça super qu'elles l'expriment et qu'elles le disent. Alors moi c'est pas mon cas, moi je regrette pas, moi j'aurais juste, ce que je regrette en fait c'est de pas avoir été mieux informée. Mais je regrette pas ma maternité, au contraire j'ai d'autres projets d'enfants, voilà. Mais je trouve super que les mères qui regrettent le disent, parce que en fait ce que ça dit, c'est que la maternité est pas exempte de plein d'émotions qu'on peut ressentir par ailleurs. Le regret, c'est une émotion qu'on vit dans la vie. Elle est pas négative, elle existe. Donc on peut ressentir du regret pour beaucoup de choses, pour une relation, pour un brunch avec des amis, parce qu'on a bu la veille. Et je pense que pourquoi en fait les grandes expériences de la vie seraient exemptes de regret ? Non, les gens qui ressentent du regret, il n'y a pas de raison qu'ils ne le ressentent pas aussi dans la maternité. C'est normal que ça existe. Les livres qui interrogent la maternité se multiplient, on l'a vu, les livres féministes notamment. La nouvelle vague féministe est-elle en train de permettre les débats sur ces sujets ? En fait, le féminisme a longtemps exclu la maternité de ces enjeux, parce que l'enjeu premier était de contrôler sa procréation, donc avec la question de la contraception, et c'est bien normal. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, que cette question, sans qu'elle soit complètement réglée, parce qu'il y a encore des tentatives d'aller contre la contraception, c'est quand même une question où on est plus à l'aise en tant que femme, et je pense que ça laisse de la place à d'autres sujets de s'exprimer, et notamment aux problèmes féministes dans la maternité. Pour rappel, je peux dire peut-être qu'une femme passe 1h30 en moyenne avec son enfant par jour, contre 44 minutes pour son compagnon. Donc il y a des enjeux féministes dans la maternité, et c'est ça qu'on est en train de découvrir et d'explorer. Alors je finirai là-dessus. Après ces coups de gueule, il y a aussi le dernier chapitre. Attention, spoiler, ce chapitre est assez poétique. Il s'appelle « Le meilleur pour la fin ». Et ces quelques phrases, je les ai trouvées très très belles, donc je préfère qu'on finisse sur cette note positive. Ensuite, il y a la douceur du pot à pot, on en parlait. Cette effusion d'amour qu'on peut ressentir dans le contact de cette chair contre la sienne. Les premiers sourires, les premiers rires. Vous notez que je répète beaucoup le mot « premier ». C'est parce qu'un enfant, c'est cette valse permanente des premières fois. Les premières purées, les premiers pas, le premier cartable, la première blague. Et si on accepte de se mettre à leur hauteur, nos enfants nous font le cadeau phénoménal de nous faire revivre le monde une nouvelle fois, comme pour la première fois. Voilà, très beau livre. Oui, c'est très beau. Très beau livre, et je ne comprends pas que les réseaux sociaux, une fois de plus, soient... Ils sont là pour ça, les réseaux sociaux. Dès qu'ils peuvent décrier quelque chose, de toute façon, ça y va. Bon, donc, mais c'est je crois que ça fait partie des vrais phénomènes de société qui sont en train de bouger. Je dirais presque que ça mériterait un vrai débat, à la fois philosophique, entre hommes et femmes d'ailleurs, parce que on voit aussi beaucoup de mères qui ne laissent absolument pas la place au père, puisqu'elles quittent le père dès que l'enfant a 1 an ou 2.
En même temps, il y a des femmes qui se retrouvent seules, et c'est vrai que c'est compliqué d'élever seul un enfant. Donc je crois que c'est un vrai phénomène de société. Ça bouge énormément. Il y a de plus en plus de femmes qui se posent la question d'être mère, question qu'on ne se posait pas il y a un siècle, puisque de toute façon il n'y avait pas de contraception. Donc je trouve que c'est un vrai sujet qu'on devrait aborder tous ensemble, mais comme chacun y va de ses projections, de ses peurs. Je crains que ça ne soit pas possible. C'est vrai que comme aujourd'hui, pardon, le fait d'être mère n'est plus une évidence, c'est un choix, et c'est pour ça que je trouvais que le titre était choisir d'être mère. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses à repenser sur la maternité. Oui, mais je crois que la société aujourd'hui permet à l'individu de faire des choix. Oui. Mais qui dit faire des choix, c'est prendre des responsabilités. C'est parfois plus compliqué de faire des choix quand les choix nous sont imposés par une société. Vous voyez, donc c'est toute la question aussi de la sécurité, de la liberté, parce que avoir un enfant, c'est perdre une partie de sa liberté, quoi qu'on en dise, et beaucoup de femmes peuvent en témoigner. Donc c'est vraiment un vrai débat de société, et je crois qu'il ne faut pas exclure les hommes. Ah non, surtout pas. Mais je ne dis pas que vous le faites. Non, mais elle ne le fait pas non plus. C'est vrai que là, effectivement, elle parlait du temps de l'enfant passé avec son père et celui passé avec sa mère, mais c'est peut-être effectivement la société qui veut ça, notamment le congé paternité. Il est passé à 1 mois, c'est une avancée. Est-ce que c'est suffisant, et est-ce que tous les hommes le prennent, ce fameux congé paternité? Est-ce qu'ils en ont tous envie aussi? Voilà. Est-ce que les mères ont envie de leur donner aussi? Parce que effectivement, il n'y a pas que quand elles se séparent assez rapidement, c'est que même quand elles restent en couple, il y a beaucoup de mères qui ne laissent pas avoir accès à cet enfant en disant que de toute façon tu ne sais pas t'y prendre, justement sous couvert de fusion. Je comprends parfaitement mon enfant, il sort de mon corps, et donc voilà, en bonne sachante, personne n'a accès à cette 8e merveille du monde. Les femmes ont aussi un travail à faire là-dessus, effectivement. Aussi. Non, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui a énormément bougé. Mais c'est toujours la même histoire. Chacun y va de ses croyances, de ses convictions, et on n'avance pas beaucoup, parce que c'est aussi un vrai débat. Est-ce qu'il ne faut pas donner un salaire à toute femme qui met au monde un enfant dans notre société, parce qu'on sait que c'est compliqué, que c'est difficile? Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait de la politique, mais je pense que ça serait un vrai débat, et je n'ai pas l'impression qu'aucun de nos futurs éventuels présidents ait envie d'aborder ce débat. Non, encore faut-il qu'ils aient un programme, mais en tout cas, oui, effectivement. Mais c'est un petit peu trop épineux. On va pas se mettre les féministes à dos, attention, ça serait dangereux d'aborder ce débat. Et pourtant, ça me paraît être un vrai débat. On est en train de bouger sur le plan des relations hommes-femmes, sur le plan de la famille. On est vraiment en train de bouger énormément, donc ça bouge un peu n'importe comment, c'est dommage. Oui, c'est un peu dans l'histoire que ça se passe comme ça. Bon, après, on trouve un positionnement du milieu. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes qui permettent justement d'énoncer tous ces problèmes. Je pense à un qui s'appelle Bordel de mère, que j'adore, et c'est vrai que ça permet de démystifier, parce que vous le dites justement, et dans le livre aussi, c'est qu'il y a cette d'un coup, cette exigence, cette perfection que l'on s'impose, alors que bon, en fait, on s'en fiche, quoi. Mais d'un coup, on rentre aussi dans cette perfection de la mère extraordinaire qui doit tout faire, garder le sourire, avoir une superbe allure, tout cuisiner elle-même. Enfin, c'est lourd. Non, mais on voit par exemple là, actuellement, tout le monde parle de ce procès qui a commencé il y a 3 jours, et on voit à quel point cette mère qui a élevé son enfant comme un enfant roi a fait tout de travers. Donc on voit aussi que la mère parfaite, c'est une mère très dangereuse. Puis il y a une concurrence, mère entre mères, qui est la meilleure mère, qui se comporte le mieux, C'est qu'on a compliqué les choses quand même. Et c'est vrai que dans ces pays et ces cultures où il y a de la famille ou le collectif, c'est un peu moins compliqué. Mais c'est un poids très lourd pour un enfant quand il a été élevé uniquement par la mère qui s'est sacrifiée pour lui, etc. C'est pas un cadeau qu'on lui fait. Non, c'est pas un cadeau. Non, faut pas croire. Enfin, et puis c'est épuisant en plus tout ça. Donc vous avez ouvert la boîte de Pandore. Une belle en plus. Bon, en tout cas, les mères et les pères doivent toucher leur enfant. Ça, c'est la morale du jour. De la bonne manière. Non, ça va, on en a parlé hier, ça, de la mauvaise manière. Aujourd'hui, c'est positif.